Bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints par le professeur Jeffrey Sachs pour discuter de la diplomatie économique et de la manière dont elle peut être utilisée de façon excessive et coercitive. Merci d'être avec nous. La diplomatie économique peut être un outil de gouvernance très efficace en utilisant l'argent, le commerce, la finance et l'accès au marché comme instrument d'influence et pour faciliter la coopération. Mais il semble que la diplomatie économique ait commencé à remplacer la diplomatie traditionnelle, et nous la voyons désormais presque exclusivement sous une forme coercitive. Quels sont, selon vous, les risques à long terme liés au recours à ce type de coercition économique plutôt qu'à la recherche de solutions négociées et multilatérales? La diplomatie économique est un euphémisme. C'est de la coercition. On pourrait l'appeler une guerre par des moyens économiques. Quand on entend ce terme, on pourrait penser qu'il s'agit d'utiliser des outils économiques pour favoriser le développement, la coopération, le commerce ou pour stabiliser l'économie. Mais non, la manière dont il est employé aujourd'hui est plutôt cynique. Il s'agit d'utiliser les outils économiques des États-Unis pour écraser d'autres économies. C'est, à mon sens, une utilisation très étrange du terme et un ensemble de politiques très pernicieuses. J'en ressens une rancune personnelle, car toute ma carrière a été consacrée à aider les économies à devenir plus productives et prospères afin d'améliorer le bien-être des populations. Mais l'art de gouverner par l'économie, entre guillemets, tel que notre secrétaire au Trésor Scott Bessent a récemment employé ce terme dans une interview qu'il a donnée à Davos, signifiait, et il l'a dit fièrement, écraser l'économie iranienne afin de pousser les gens à descendre dans la rue, dans l'idée de provoquer un changement de régime. C'est donc un usage tout à fait remarquable du pouvoir économique. C'est une forme de guerre. Elle vise à la destruction. Elle ne transfère même pas le bien-être. Ce n'est ni de l'extraction ni de l'appropriation. Elle n'a pas pour but d'enrichir les États-Unis. Elle vise à écraser d'autres économies. Et si vous travaillez dans le même domaine que moi, le développement économique, vous savez à quel point c'est difficile, combien d'années et d'efforts il faut aux gens ordinaires pour créer la prospérité et le bien-être économique, pour sortir de la pauvreté. Voir le déploiement de ces instruments pour plonger les gens dans la pauvreté, la misère, les crises sanitaires, l'augmentation de la mortalité infantile et juvénile, la réduction mesurable de l'espérance de vie, est terrible. Cela dit, c'est devenu un outil très courant, si l'on peut l'appeler ainsi. Encore une fois, un euphémisme, un instrument du pouvoir américain. Et je trouve cela déplorable, comme je l'ai expliqué, mais c'est utilisé de manière omniprésente. Et je pense, Glenn, que pour replacer cela dans son contexte, il faut comprendre quelque chose d'unique à propos de l'impérium américain, de l'impérialisme américain. Dans l'impérialisme américain, contrairement à l'Empire britannique ou à l'Empire français du XIXe siècle, l'Amérique gouverne de manière indirecte. L'Amérique a rarement fait ce que Trump dit vouloir faire, c'est-à-dire simplement s'emparer d'un territoire. Nous l'avons fait pour de nombreuses îles et bases militaires, mais en général, les États-Unis n'ont pas envahi dans le but de gouverner directement un territoire d'outre-mer. Ils ont envahi pour imposer un régime fantoche dans un territoire étranger, et cette idée, c'est le changement de régime. Ainsi, un élément central de la politique étrangère américaine est le changement de régime. Il faut dire que c'est une forme de politique étrangère extraordinairement inhabituelle. Pour la plupart des pays à travers l'histoire, on traitait avec les autres nations telles qu'elles étaient. On ne rêvait pas de renverser leur gouvernement et de diriger leur pays.
Il fallait traiter avec leur pays, soit par la diplomatie, la dissuasion, ou par d'autres moyens. Mais la mentalité américaine qui a émergé dans les années 1890, lorsque les États-Unis ont renversé le royaume d'Hawaï, puis créé le prétexte d'une guerre contre l'Empire espagnol affaibli et en déclin afin de s'emparer des Philippines, de Porto Rico et de Cuba en 1888, reposait sur l'idée que les États-Unis pouvaient bâtir un empire d'outre-mer en contrôlant la gouvernance de territoires étrangers par le changement de régime, en renversant des gouvernements. On pourrait dire que cette idée allait de soi, car la création des États-Unis continentaux avait déjà impliqué des dizaines de changements de régime contre les populations autochtones ou par la guerre contre le Mexique, et ainsi de suite au cours du 19e siècle. Mais l'Empire d'outre-mer a véritablement commencé à la fin du 19e siècle. Les États-Unis ont ensuite mis cela en pratique sous le corollaire Roosevelt à la doctrine Monroe, lorsque Theodore Roosevelt a essentiellement déclaré « Nous serons les policiers des Amériques ». En pratique, cela signifiait que nous déterminerions qui gouvernait dans les Amériques. Lorsqu'un gouvernement apparaissait et menaçait les possessions foncières américaines, par exemple, un gouvernement souhaitant entreprendre une réforme agraire, comme Jacobo Arbenz voulait le faire au Guatemala en 1954, la société United Fruit décrocha le téléphone et appela son cabinet d'avocats, Sullivan & Cromwell. Ils contactèrent leur ancien associé, John Foster Dulles, qui était alors secrétaire d'État des États-Unis. Celui-ci prit le téléphone et appela son frère, Allen Dulles, qui était directeur de la CIA, et ils renversèrent Arbenz. C'était donc une opération de changement de régime. Si l'on compte le nombre de ces opérations, c'est stupéfiant. Il y en a eu des dizaines, rien qu'en Amérique. Et dans l'un de mes livres préférés de ces dernières années, écrit par Lindsay O'Rourke, une ancienne élève de John Mearsheimer et aujourd'hui professeure au Boston College, elle a publié en 2018, je crois, un ouvrage intitulé « Covert Regime Change », dans lequel elle a recensé 64 opérations secrètes de changement de régime menées par les États-Unis entre 1947 et 1989, pendant la guerre froide. Je mentionne tout cela parce que c'est là que s'insère ce qu'on appelle la diplomatie économique. La diplomatie économique elle-même peut constituer une opération de changement de régime, car on peut étouffer une économie au point de provoquer l'effondrement d'un gouvernement. Ce n'est pas si difficile à faire. Plus souvent, on peut affaiblir une économie jusqu'à rendre le gouvernement fragile, puis le faire tomber par une opération de la CIA. Vous faites descendre les gens dans la rue. Vous faites ce qu'on a fini par appeler, au cours des 30 dernières années, des révolutions de couleur, car il s'agissait souvent d'opérations de la CIA menées sous une bannière colorée, les drapeaux brandis, ou la Révolution des Roses, ou encore la Révolution orange en Ukraine en 2004, 2005, et ainsi de suite. Ce que sont ces mouvements, ce sont des opérations de changement de régime provoquées, souvent précédées d'un affaiblissement économique qui a déjà fragilisé le pouvoir en place. Il faut donc comprendre que cet art dit de la diplomatie fait partie d'une stratégie impériale plus large. Mais l'Empire américain gouverne par l'intermédiaire de gouvernements fantoches plutôt qu'en redessinant directement la carte pour y planter le drapeau des États-Unis. Bien que Trump, parce qu'il est particulièrement vulgaire, semble vouloir le faire aussi. Il veut mettre de côté la partie clandestine, car il n'y a rien à cacher. Il veut procéder à un changement de régime ouvert, et en même temps peut-être annexer le Canada, le Groenland et d'autres territoires sous le drapeau américain. Mais en général, ce n'est pas le cas. Ainsi, lorsque nous en venons aux événements récents, le Venezuela et l'Iran ont tous deux été la cible d'opérations de changement de régime menées par les États-Unis, dans lesquelles les moyens économiques ont joué un rôle très direct.
Dans le cas du Venezuela, les États-Unis cherchent à renverser le gouvernement de gauche au pouvoir depuis un quart de siècle. L'Amérique au niveau gouvernemental cherche toujours à renverser les régimes dits de gauche, car ces régimes menacent l'extorsion américaine par les entreprises des États-Unis, ou le pillage par les compagnies minières américaines ou les grandes compagnies pétrolières comme ExxonMobil et Chevron, et ainsi de suite. Perhaps des États plus pauvres et plus faibles. Ainsi, les États-Unis cherchent depuis longtemps à renverser le gouvernement Chavez-Maduro au pouvoir au Venezuela depuis un quart de siècle. En 2002, ils ont tenté la voie directe, à savoir une opération de la CIA soutenant une tentative de coup d'État menée par une partie de l'armée vénézuélienne. Le coup d'État a eu lieu et les États-Unis ont déclaré « c'est formidable ». Mais en moins d'une journée, le coup a échoué, car Hugo Chavez, alors président, bénéficiait d'un large soutien populaire et il a retrouvé le palais présidentiel dès le lendemain. Par la suite, les États-Unis se sont tournés vers des moyens économiques. Ces derniers se sont intensifiés de manière intéressante avec la malédiction des ressources naturelles apparue à la fin de la première décennie de ce siècle, lorsque l'Institut géologique des États-Unis a officiellement déterminé que les réserves pétrolières du Venezuela étaient les plus importantes au monde. Et cela a déclenché, du côté vénézuélien, une détermination à faire en sorte que ces réserves appartiennent à la nation vénézuélienne et à la principale entreprise du pays, la compagnie pétrolière d'État PDVSA. Et cela a mis le Venezuela sur une trajectoire de confrontation avec les États-Unis, car il y a ExxonMobil, il y a Chevron, ce sont des entreprises puissantes qui financent les présidents, qui financent le Congrès, et elles se sont soudainement retrouvées écartées par ce régime soi-disant de gauche. Ainsi, en 2014, les États-Unis ont tenté d'organiser une révolution de couleur au Venezuela. Des gens sont descendus dans la rue. Si vous pensez que c'était spontané, j'ai encore d'autres histoires à vous raconter.